Bonjour, donc je vais vous présenter mon grand oral qui va porter sur l'observation et la découverte des exoplanètes. Donc pour commencer, j'ai toujours été passionné par l'astronomie en général. J'ai lu des livres à propos de l'astrophysique et de l'astronomie, donc des livres d'Hubert Reeves. J'ai eu pour projet d'acheter un télescope pour pouvoir faire de l'observation de planètes, de nébuleuses, du ciel profond avec les supernovas, des étoiles ou des amas d'étoiles. Mais ce projet ne s'est jamais réalisé parce que un télescope ça coûte très cher et tout l'équipement qui va avec. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la question, puis-je découvrir une exoplanète avec mon télescope amateur depuis mon jardin par exemple? Eh bien, premièrement, nous verrons pourquoi c'est impossible, avec notamment le critère de Rayleigh qui parle de la diffraction. Moi je me servirai surtout de diffraction et des interférences dans mon grand oral. Ensuite nous verrons une alternative qu'a inventée le scientifique Bracewell, donc l'interféromètre de Bracewell comme on l'appelle. Donc je vous présenterai son fonctionnement. Donc comme il fonctionne à l'aide des interférences notamment, et en majorité, je vous présenterai le phénomène d'interférence, donc les interférences constructives et destructives, je vous expliquerai comment ça fonctionne, et ensuite je pourrai vous présenter donc le principe de cet interféromètre, comment il fonctionne à l'aide des interférences, et comment on peut découvrir des exoplanètes à l'aide de 2 télescopes et non pas un télescope. Un télescope très puissant, pas un télescope amateur, comme on peut avoir chez nous par exemple. Alors on va pouvoir commencer avec la présentation de pourquoi je ne peux pas découvrir une exoplanète depuis mon jardin. Alors le critère de Rayleigh. On va commencer. Donc quand on observe un objet, on a une tâche de diffraction donc, qui ressemble à ça. Donc on a une intensité forte puis des petites. Donc jusque-là, tout va bien. Car en effet, quand on observe quelque chose, un objet avec un télescope, les ondes lumineuses, elles rencontrent le télescope et donc il y a une diffraction qui se crée. Et donc, le critère de Rayleigh, qu'est-ce qu'il dit? Il explique que si l'angle apparent qui est reçu entre l'étoile et l'exoplanète en question, donc ici on a la Terre, ici on a l'étoile et ici on a l'exoplanète, comme l'étoile et la planète et l'exoplanète ne sont pas confondus, on reçoit les ondes lumineuses avec un angle alpha entre les deux. Si cet angle alpha il est plus petit que l'angle minimal alpha min qui est déterminé par cette formule, alpha min égale 1,22 lambda sur d, avec lambda la longueur d'onde la plus émise par la planète et d le diamètre du télescope. Et bien, si notre angle il est plus petit que ce alpha minimum, on aura ce phénomène. Donc, la tâche de diffraction en rouge c'est celle de la planète, de l'exoplanète, et celle en bleu c'est celle venant de l'étoile. Et bien, la tâche de diffraction de la planète sera dans celle de l'étoile. On ne verra que l'étoile et pas l'exoplanète. Si les deux angles sont égaux, on commencera un petit peu à distinguer l'exoplanète, mais pas suffisamment. Ici, les deux angles, si alpha est plus grand que alpha min, les deux tâches de diffraction, elles ne seront pas confondues, elles ne seront pas en contact, et donc on pourra discerner l'exoplanète de l'étoile. Donc on va faire le calcul avec un télescope de diamètre 150 mm, c'est un télescope de moyenne gamme. Donc si on fait ce calcul, 1,22 lambda sur d, avec lambda 10 micromètres, parce que c'est la longueur d'onde la plus émise par les exoplanètes et les planètes en général, on trouve 8,13 fois 10-5 radians pour notre alpha minimum. Si on fait le calcul avec les distances et la trigonométrie pour savoir l'angle apparent, on trouve alpha égale 3 fois 10-7 radians, ce qui est très inférieur à notre angle minimum, donc on ne pourra pas discerner l'étoile de l'exoplanète, ce qui fait qu'avec un télescope amateur, il sera tout simplement impossible d'observer ou de découvrir une exoplanète. Donc on pourra observer les planètes qui sont dans le système solaire, donc les planètes normales, Saturne, Jupiter, Uranus et d'autres, mais les exoplanètes, les planètes en dehors du système solaire qui n'orbitent pas autour du Soleil, on ne pourra pas les observer. Maintenant, je vais vous présenter les interférences. Et ensuite, je pourrais vous présenter la méthode de l'interféromètre de Bracewell. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une interférence? C'est le résultat de la rencontre entre deux ondes lumineuses synchrones, donc de même longueur d'onde, et cohérentes, qui vibrent en phase. Ça, c'est très calculatoire, c'est un point assez technique qu'on peut expliquer, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Donc, par exemple, ces ondes sont en phase, car deux points
Ces ondes sont en phase car leurs motifs se superposent, ils sont toujours ensemble en même temps. Donc, ici on prendra donc 10 micromètres, on le rappelle, car c'est la longueur d'onde la plus émise par la planète. Alors dans notre cas, il y a deux types d'interférences qui vont nous intéresser, donc les interférences constructives. C'est quand, à un même instant et à un même endroit, on a deux ondes qui se rencontrent avec l'amplitude égale au même instant. Donc si là, imaginons qu'on a une amplitude de 3 et là 3, et ben, elles vont s'additionner, ça va donner 6. Ici, si on a moins 3 et moins 3, ça va s'additionner, ça va faire moins 6. Donc en fait, les deux ondes lumineuses, leurs signaux vont s'additionner en s'amplifiant. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant qui va nous être utile. Et quand les ondes vibrent en phase, deux points qui vibrent en phase, vous voyez, ils sont séparés d'une distance de lambda, donc d'une longueur d'onde, donc de 10 micromètres dans le cas des ondes venant de l'exoplanète. Et ici, si elles sont décalées de lambda sur 2, donc si je la décale, vous voyez, de lambda sur 2 ici, et bien on est dans ce cas-là, ici, on a un point culminant en amplitude dans les positifs, et là on a un point culminant dans les négatifs, donc ils sont décalés de lambda sur 2. Et là, on se place dans des interférences destructives, et la résultante, si on a 3 ici et moins 3 ici, et bien les ondes, les signaux vont s'additionner, les amplitudes vont s'additionner en s'annulant, et donc on ne verra pas la lumière venant de l'étoile ou de la planète qui émet ces ondes lumineuses. Alors voilà, l'interféromètre de Bracewell, c'est à ça qu'il va faire appel. Je vais vous présenter un petit peu l'interféromètre. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a notre schéma avec les ondes venant de la planète, les ondes venant de l'étoile, qui arrivent dans un télescope 1. Le télescope 1, il est dans l'axe de l'onde venant de l'étoile, et le télescope 2, il est dans l'axe aussi des ondes venant de l'étoile. Et ensuite, on a les ondes venant de la planète qui arrivent avec un angle alpha dans les deux télescopes. Ensuite, ici, on a un phénomène, donc c'est ici qu'on va appliquer un décalage de lambda sur 2, je vais vous expliquer le principe. Et ici, on a une recombinaison pour récupérer les deux signaux. Alors, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on va faire? Le principe, c'est, comme la lumière venant de l'étoile arrive dans l'axe des télescopes, eh bien, elles ont parcouru exactement la même distance. Pour les ondes venant de la planète, ici, elles parcourent une distance d. Donc, on a le même schéma en zoomé. Là, elles ont parcouru exactement la même distance, ici. Et là, on a une différence de marche entre les deux ondes venant de la planète. Il y a une onde venant de la planète qui parcourt cette différence de marche de plus. Puisque ici, elles ont parcouru exactement la même distance. Si on trace la perpendiculaire, puisque les deux rayons sont parallèles, on le rappelle, eh bien, ici, on a la même distance. Et là, on a cette différence de marche. Ici, on a l'angle alpha. Et nous, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ici? On va vouloir que cette distance soit exactement de lambda sur 2. Puisque, donc, comme on aura une différence de lambda sur 2, une différence de marche de lambda sur 2 entre l'onde entrant dans le télescope 1 et l'onde entrant dans le télescope 2, eh bien, on aura des interférences destructives à l'entrée du télescope pour les ondes venant de l'exoplanète. Qu'est-ce que ça induit? Ben, ça induit qu'on ne verra pas les ondes venant de la planète à l'entrée des télescopes, retenez bien. Et comme les deux ondes venant de l'étoile, eh bien, elles ont une différence de marche nulle, elles sont constructives. Donc leurs signaux s'additionnent en s'amplifiant. Jusque-là, tout va bien. Et bien nous, donc, pour qu'on ait ce lambda sur 2, eh bien, nous, on va chercher la distance entre les deux télescopes. Comment on va devoir les positionner finalement? Eh bien, si je fais le calcul, on trouve qu'ils doivent être à 16 mètres d'écart. Ça peut paraître impressionnant pour des télescopes, mais on se rappelle que ce n'est pas des télescopes amateurs, c'est des télescopes comme au VLTI au Chili, donc avec des télescopes avec des diamètres de miroir de 8 mètres. Donc la distance de 16 mètres entre les télescopes, eh bien, en fait, finalement, eh bien, elle est tout à fait normale. Donc une fois qu'on a positionné les télescopes de cette manière, qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur de l'interféromètre? Eh bien, on va appliquer aux ondes venant du télescope 1 une différence de marche de lambda sur 2 par rapport aux ondes qui vont passer dans le télescope 2. Qu'est-ce qui va se passer? Comme on avait des ondes en destructif pour les ondes venant de l'exoplanète, si je rajoute lambda sur 2, et ben au total on aura un décalage de lambda, donc elles seront finalement constructives, arrivées en ce point, et là, comme on applique un lambda sur 2 à des ondes constructives pour celles venant de l'étoile aussi, les deux ondes subissent la différence de marche, et ben à la recombinaison, on aura des ondes destructives pour les ondes venant de l'étoile. Ainsi, comme ici elles parcourent exactement la même distance, les ondes, et ben on aura à la recombinaison l'amplitude des ondes venant de l'étoile qui sera nulle,
et l'amplitude venant des ondes venant de la planète qui sera maximale, et donc on pourra distinguer l'exoplanète, puisque la lumière venant de l'étoile sera invisible, il n'y aura rien. Et donc, ça m'amène à ma conclusion. On ne peut pas observer ou découvrir des exoplanètes avec un télescope amateur dans notre jardin, mais des alternatives ont été développées par les scientifiques, comme Bracewell, mais il y en a bien d'autres. Il y a l'effet Doppler-Fizeau qui est très intéressant et très facile à comprendre. On a aussi la méthode des transits et maintenant l'observation directe qui a été rendue possible depuis quelques années grâce au télescope James Webb. Donc c'est un super télescope qu'on a envoyé dans l'espace et qui permet, avec des observations infrarouges et avec des rayons X, de pouvoir, en combinant ces observations, observer directement, en prenant des photos grossièrement, des exoplanètes. Merci de votre attention.